un sous-directeur de la DGRCT, une conférence qui sera intitulée Voyage au monde des revues de recherche. Salam alaikum. Donc là, je vais vous faire une présentation intitulée Voyage au monde des revues de recherche. Donc là, on va parler sur les revues scientifiques, sur les publications scientifiques, sur leurs supports qui sont des revues scientifiques. On va parler sur pourquoi publier et c'est quoi une revue scientifique. Puisque vous êtes des doctorants, donc première ou la deuxième, troisième année, donc on va parler sur quelques indicateurs scientométriques. Donc en tant que doctorant, donc les indicateurs scientométriques. Donc de même, on va parler sur les bases de données de référence, donc qui sont reconnues au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Donc on va en parler les bases Web of Science et Scopus. On va en parler aussi sur la visibilité des travaux de recherche algériens dans ces bases de données. On va parler aussi sur la problématique des affiliations, aussi sur le concept de travail. Pour faire un travail de recherche, donc il faut une équipe de recherche qui travaille sur un sujet donné. On va parler sur l'open access, sur les revues prédatrices, sur les revues algériennes. De même, on va parler sur la catégorisation des revues scientifiques au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur. Et sur les critères de soutenance de doctorat ou bien de l'habilitation universitaire. Donc tout d'abord, donc pourquoi publier? Donc avant de parler d'une revue, donc on va parler d'une publication. Donc pourquoi on publie? Donc la publication, c'est tout simplement rendre public les travaux de recherche, donc les résultats de recherche. Donc on a des résultats de recherche, il faut les rendre public. Donc c'est de rendre public et diffuser les résultats de recherche. Donc c'est de valider la dimension scientifique, c'est-à-dire c'est des travaux de recherche scientifiques, c'est pas d'autres résultats. Ok, donc je suis un chercheur, je suis un doctorant, j'ai des résultats scientifiques, je dois les valider, je dois les diffuser, je dois les rendre publics pour ma communauté, la communauté scientifique. Donc, de là, à travers ces publications-là, on va participer au développement du savoir et de la connaissance. Donc, en tant que doctorant, vous avez lu des articles scientifiques des chercheurs, vous avez vu des résultats obtenus par d'autres chercheurs, vous allez faire vos travaux de recherche, vous allez obtenir vos propres résultats de recherche. Donc, en quelque sorte, la publication donc, on va participer au développement du savoir et de la connaissance. Donc, là, on est du point de vue académique. Ok. Donc, pourquoi publier aussi? C'est publier aussi, c'est pour se faire connaître dans sa communauté de recherche. Donc, là, qui fait un X, c'est un chercheur connu dans le domaine de la médecine, ou bien de la physique, ou bien des mathématiques, c'est à travers ses travaux de recherche. C'est quoi ces travaux de recherche? C'est ses publications. Donc, pour se faire connaître dans sa communauté. Et de même, pour faire de l'évaluation de la recherche, c'est toujours à travers les publications. Donc, évaluation académique de la recherche scientifique dans le monde, ça se fait à travers des publications scientifiques. Donc, c'est pour cela qu'on publie. C'est pour cela qu'il faut rendre visibles nos travaux de recherche. Donc, on a la tâche qui dit c'est publish or périr. Donc, c'est un proverbe anglais. Donc, c'est publier ou périr. Donc, puisque je suis un chercheur, je dois publier. Et on a le chemin suivant. Donc, M. Miliani, le professeur Miliani, il a déjà en parlé ce matin. Donc, on commence toujours par une idée. Une idée donnée. Donc, vous avez une problématique. Vous avez une idée. Vous allez faire votre recherche. Donc, c'est la partie recherche. Donc, à travers des méthodologies, à travers la bibliographie Takoum. OK. Ensuite, vous allez obtenir des résultats. Donc, il faut écrire ces résultats sous forme d'un papier, d'une publication, qui va être validé par les pairs. Après la validation de ces résultats-là, on va les publier. Donc, une autre idée,
recherche, écrire l'article et de publier. Si on sort de ce chemin-là, donc c'est périge. Très neuf périge. C'est-à-dire on n'a pas de résultats, on n'a pas publié nos travaux, les résultats qu'on a obtenus. Donc la recherche, c'est à travers une idée, faire une méthodologie de recherche, écrire les résultats de recherche sous forme d'un papier et de les publier. Voilà. Donc, on a dit c'est quoi une publication, donc c'est quoi une revue? La revue, c'est un support de ces publications-là. Donc, ce n'est qu'un support. Donc, la revue présente un espace privilégié pour certifier et débattre les résultats scientifiques. Donc, c'est ça. Donc, c'est quoi une revue? Donc, elle remplit les 4 fonctionnalités suivantes. Donc, la première, c'est l'évaluation. On va faire l'évaluation pour publier un article dans une revue par les pairs, valider ces résultats-là, diffuser ces résultats-là à travers une publication, et l'archivage de l'information scientifique et technique, puisque quand on va accéder à une revue scientifique, donc on a tout l'archive de cette revue-là. Donc c'est ça la revue. C'est un support des publications qu'on a déjà obtenues. Donc on va faire de l'évaluation, de la validation, de la diffusion et de l'archivage. Donc, on peut faire une comparaison entre les revues. Donc la comparaison entre les revues, ça va se faire à partir de la qualité des articles qu'elles supportent. Donc, c'est une très bonne revue, c'est par rapport à la qualité scientifique des articles qu'elle publie. Ok? Donc, la notoriété d'une revue revient à la qualité des articles qu'elle publie. Donc, c'est quoi le processus de publication dans une revue? Donc, il y a un processus, c'est quoi? La première, c'est la soumission de l'article. En tant que doctorant, donc vous avez les résultats théoriques. Vous allez écrire un article. Donc, il faut le soumettre dans une revue donnée. Il y a une revue X. Donc, vous allez faire une soumission. Il y a la première évaluation. C'est l'évaluation du comité éditorial. Donc, l'éditorial board. Donc, il y a l'éditeur en chef avec les éditeurs associés. Donc, ils vont voir est-ce que l'article rentre dans le topics de la revue. Ce n'est pas une revue en physique. On va soumettre un article en maths. Donc, ils vont vérifier tout cela. C'est par rapport au topics de la revue. Par rapport au respect du template de la revue, ok. Donc on a 2 types. Donc s'il est accepté, donc ils vont les envoyer aux reviewers. Donc en général c'est 2 reviewers à 3 reviewers, ok. Donc ils vont l'envoyer aux reviewers justement pour valider les résultats. Donc pour valider vos résultats. Sinon, l'article est rejeté. Donc au début, on est toujours la première partie d'évaluation par l'éditeur. Donc soit il va être envoyé au reviewer, soit il est rejeté. Rejeté, c'est par rapport au non-respect du template, par rapport possible par rapport aux topics, c'est-à-dire la thématique de l'article ne rentre pas dans les topics de la revue. Sinon, donc, il va être envoyé au reviewer. Les reviewers donc, vont faire une évaluation. Il y a le feedback avec les auteurs. Donc, qu'il soit des révisions mineures, des révisions majeures, sinon l'article est rejeté. Donc, s'il y a eu des révisions mineures ou bien des révisions majeures, et l'auteur, il a corrigé, il a pris en considération ces remarques, donc ils vont accepter l'article. Donc, soit on a le rejet de l'article par rapport à la qualité des résultats, soit on a l'acceptation de l'article. Donc c'est ça le processus de publication dans une revue scientifique. Donc là on a parlé de publication scientifique, on a parlé du support de cette publication scientifique, du processus d'évaluation pour la publication d'un article dans une revue scientifique. Donc là, je pense qu'en tant que doctorant, je vais vous donner quelques informations sur les indicateurs. Donc, c'est quoi l'indicateur en général? Donc, c'est une mesure statistique d'aide à la décision qui permet l'évaluation d'un état du système donné.
Donc on peut avoir des indicateurs dans le domaine social, économique, environnemental. On peut avoir plusieurs types d'indicateurs. C'est quoi le rôle d'indicateur? C'est des mesures statistiques pour d'aide à la décision. Ok. Ce qui nous intéresse le travail, c'est des indicateurs scientométriques. C'est quoi la scientométrie? Donc, scientométrie, on peut le décomposer en deux mots. Donc, c'est la science et la maîtrise. Donc, c'est la maîtrise de la science. Ok. Donc, c'est l'évaluation de la science. Ok. Donc, les indicateurs scientométriques, c'est quoi? Donc, c'est une mesure statistique qui permet d'apprécier la politique nationale de la recherche scientifique. Donc, à travers ces indicateurs scientométriques, qu'on peut faire une évaluation de la recherche. À travers les publications scientifiques, exemple dans un domaine donné, le nombre de publications est faible, donc c'est de faire une politique pour augmenter la visibilité dans un domaine donné. Donc c'est ça l'intérêt de ces indicateurs scientométriques. Le premier indicateur le plus connu, c'est le nombre de publications, ça c'est clair. Dans un domaine donné où un chercheur ou un établissement, il a tant de publications. Il y a 50 publications, on a déjà parlé de c'est quoi une publication. Donc vous voyez, c'est une mesure d'évaluation. Donc vous voyez d'ailleurs que le nombre de publications est une mesure d'évaluation, que ce soit du chercheur ou bien d'un établissement ou bien du pays. Mais là, ce qu'on remarque, c'est que le nombre de publications, ça ne donne pas l'information sur l'impact de ces publications. C'est quoi leur impact? On peut avoir, donc on a beaucoup de chercheurs qui ont 100 ou 200 publications, mais qui n'ont pas d'impact. Par contre, on peut avoir l'inverse. Un chercheur, qui a 2 à 3 publications, mais qui a il y a du fort impact de ses travaux de recherche. Et c'est pour ça que le deuxième indicateur, c'est les citations. C'est-à-dire, c'est quoi la mesure de citation, donc c'est l'indicateur nombre de citations, mesure l'impact de mes travaux de recherche. Donc, en tant que doctorant, des publications, votre deuxième objectif, c'est quoi? C'est de recevoir des citations. C'est quoi recevoir des citations? Vous êtes des doctorants, donc vous avez une problématique de recherche. La première des choses que vous faites actuellement, c'est quoi? C'est la recherche bibliographique. Ok? C'est à travers ces recherches bibliographiques, même vous allez obtenir des résultats. Quand vous allez écrire votre article, vous allez citer les références bibliographiques. Les articles que vous avez utilisés dans votre travail. Ok? Donc, c'est-à-dire qu'ils ont reçu des citations. C'est-à-dire les travaux qui sont dans la bibliographie, ils ont de l'impact pour obtenir vos résultats. Donc, on dit qu'un chercheur, donc on peut avoir 2 cas. Un chercheur qui a 100 publications, mais avec 0 citation. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'impact. Ces travaux ne sont pas cités par la communauté scientifique. Mais on peut avoir l'inverse. Un chercheur a 5 publications, mais chaque publication est citée à 100, 200, 300, reçu 300 citations. Donc, quel est le nombre de citations? Donc, on peut mesurer l'impact, mais on n'a pas l'information sur le nombre de publications du chercheur. Et c'est pour cela que là, le troisième indicateur, c'est le H-index. Donc, c'est un indicateur qui a été développé en 2005 par Hirsch, HCH. Donc, c'est quoi le H-index? Donc, c'est un indicateur scientométrique qui relie le nombre de publications et le nombre de citations. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Si on va dire qu'un chercheur il a un H-index qui est égal à 20, ça veut dire parmi l'ensemble des publications de ce chercheur-là, il a des publications, où chacune de ces publications a reçu au moins 10 citations. Un H-index qui est égal à 20, ça veut dire parmi la production du chercheur ou de l'établissement bien du pays, on a 20 publications, où chacune de ces publications a reçu au moins 20 citations. Là, je vous donne un exemple. Un chercheur qui a 10 articles. Le premier article est cité 28 fois, le deuxième 14 fois, le troisième 9 fois, et ainsi de suite. C'est quoi le H-index pour les doctorants? C'est quoi le H-index de ce chercheur? Là, je vous ai donné la définition du H-index. Donc, on applique cette définition pour ce chercheur-là.
un chiffre. Non, c'est un entier. 2, ça, qui est égal 2. Vous me donnez quel autre. 5. Ok, c'est 2, 5. Ah, il y a 6. Ok. Ça. Si on va dire que c'est 2, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire parmi la production scientifique, parmi les 10 articles, on n'a que 2 articles, où chacune de ces 2 articles est citée au moins 2 fois. C'est vrai, le premier, c'est 21 citations, donc supérieur à 2, le deuxième, 14 supérieur à 2. Mais maintenant, vous le 3. Le premier, le 2, le troisième. Le premier supérieur à 3, le deuxième supérieur à 3, le nombre de citations, je parle du nombre de citations. 21 supérieur à 3, 14 supérieur à 3 et 9 supérieur à 3. On a 6. Est-ce qu'on peut avoir 6? Ça veut dire chacune des publications est citée au moins 6 fois. Est-ce qu'il y a une 6 publications citées au moins 6 fois? Donc c'est 5. Donc le H-index de ce chercheur, c'est 5. Donc vous voyez, donc, à travers la notion du H-index, donc on a relié les nombres de citations et le nombre de publications du chercheur. Mais quand on va faire l'évaluation de la recherche, de l'évaluation du chercheur, on ne va pas se baser sur un seul indicateur, parce que ça peut biaiser notre évaluation. Ça veut dire que je vais dire que le HTI 5 au docteur Iles, le HTH 4, maintenant, le docteur Iles en termes de citation, en termes de H. Parce que là, je vous donne un autre exemple. J'ai 5 publications, docteur Iles a 5 publications. Ok. Alors, chacune de mes 5 publications sont citées 5 fois. Donc, le premier est cité 5 fois, le deuxième 5 fois, le troisième 5 fois, le quatrième 5, et le cinquième 5 fois. Je fais le H-index série. Donc, c'est 5. Puisque les 5 sont cités au moins 5 fois. Docteur Iles a 5 publications, donc exactement comme moi. La première publication citée 10 000 fois, la deuxième publication citée 10 000 fois, la troisième fois 10 000 fois, quatrième 10 000 fois, cinquième 0. C'est quoi le H-index? Pour elle, c'est 4. Est-ce que vous pouvez dire que je suis meilleur que Dr Iles? Elle a 25 citations, mais il y a 40 000 citations. 10 000 plus 10 000 plus 10 000, c'est 40 000. Mais j'ai 25 citations. Mais en termes de H-index, elle a 5, Dr Iles a 4. C'est pour cela qu'il faut faire attention à ce genre d'indicateur. Il ne faut pas prendre un seul indicateur, bien le H-index, je peux évaluer. Ça donne une idée sur l'activité scientifique du chercheur, ou bien d'un établissement, ou bien d'une faculté, ou bien du pays. Mais il ne faut pas se baser sur un seul indicateur. Donc c'est ça le message. Donc, troisième indicateur, c'est le facteur d'impact. Et là, on parle toujours du facteur d'impact. C'est quoi le facteur d'impact? Donc, le facteur d'impact, c'est une mesure, c'est un indicateur pour mesurer justement la notoriété d'une revue scientifique. J'ai publié un article dans une revue, impact factor est égal à 5 ou à 6. Donc, c'est quoi l'impact factor? Donc, c'est une mesure, c'est un indicateur qui permet de mesurer la moyenne de citation des articles publiés dans les 2 dernières années. C'est-à-dire, je prends l'exemple de Journal, dans la revue Academy of Management Journal. Donc, c'est une revue qui a publié en 2000, moi je n'ai pas le commentaire, 2008, elle a publié 55 articles, 2007, elle a publié 65 articles, donc le tout, les 2 dernières, bon, les années 2008 et 2007, elle a publié combien d'articles? 120 articles. Ces 120 articles ont reçu en 2009, ils ont reçu 778 citations. Donc c'est quoi l'impact factor? C'est les 778 citations
divisé par les 120 articles. Donc c'est une moyenne de citation les 2 dernières années. Donc c'est ça l'impact factor. Donc on a l'année 2010. On va calculer le nombre de publications d'une revue publiée en 2008 et en 2009 et on va faire le rapport. حاجة تانيك ما يجيش كما نقولوا entre parenthèses واحد يزوق عليك c'est un médecin. يقول لك أنا publié في une revue avec impact factor est égal à 20. Alors que يجي يقولها لواحد في les sciences humaines et sociales. يقول له أنا publié في impact factor est égal à 0,5. أنا خير منك. Non. Parce que là, il ne faut pas comparer les revues dans des domaines différents. Alors, voilà, qu'est-ce qu'on constate? La mesure de l'impact factor se base sur les 2 dernières années. Quand on prend par exemple les mathématiques, les sciences humaines, la physique, là on se base surtout sur les anciens articles. Ce n'est pas les articles des 2 dernières années. Mais on parle de Cauchy, ok. Par contre, si on prend le domaine, c'est les nanotechnologies. Les nanotechnologies, c'est un résultat qui doit être notre résultat. C'est-à-dire les citations, la liste bibliographique, on trouve toujours les articles qui sont récents. C'est pour cela que l'impact factor pour les revues domaine de nanotechnologie, la même chose pour la médecine, là, ils ont un impact factor qui est élevé. Le domaine du cancer, BAFINA. C'est des travaux qui sont pointus. Ça veut dire quel humain résultat, il doit y avoir un autre résultat. Ça veut dire toujours la liste bibliographique, on trouve toujours les articles. C'est pour cela que les revues dans le domaine du cancer, d'ailleurs c'est la revue qui a l'impact facteur le plus, la revue la plus élevée, c'est la revue dans le domaine du cancer. Ok. Par contre, les sciences humaines, c'est toujours les anciens articles. Donc on ne va pas comparer les revues par rapport à l'impact factor dans les domaines qui sont différents. Donc il faut toujours faire une comparaison sur le même domaine. Ok. Donc, là on a parlé des indicateurs, donc on a parlé des publications, des revues, de quelques indicateurs. Qu'est-ce qu'on peut constater? Donc, en tant que chercheur, la première des choses, c'est de publier, c'est de faire une publication. Justement, on a dit, c'est de participer au développement du savoir et de la connaissance. La deuxième des choses, c'est de recevoir des citations, c'est d'avoir un impact dans notre communauté scientifique. Donc, quelles sont les techniques? Donc, j'ai une publication, c'est de recevoir des citations. Et c'est ça l'enjeu actuel. Moi, j'ai une publication, j'ai des tas de publications, 20, 40 publications, avec 5 ou 6 citations. Donc, comment augmenter notre visibilité? Donc, là, on va parler de la visibilité. Donc, on a ce qu'on appelle, par exemple, les repositories. Au niveau mondial, je prends l'exemple de Archive. Au niveau mondial, même elle publie l'article alors que c'est un article publié, ça il est protégé. Pour Archive, on publie, c'est pas des articles, on va mettre en ligne ce qu'on appelle des préprints. C'est-à-dire que c'est des articles qui ne sont pas encore publiés. Justement, c'est quoi notre objectif? C'est d'augmenter la visibilité. C'est de montrer mes travaux de recherche, c'est de permettre à mes travaux de recherche d'être visibles à l'international. Donc, je vais mettre mon travail, la publication théorique, je vais les mettre le dépôt institutionnel pour augmenter la visibilité. Et quand je vais augmenter la visibilité, je vais augmenter la chance d'être cité. Ok? Donc, c'est une probabilité. Mais toujours, ça revient à la qualité de l'article. Mais j'ai un article de qualité qui n'est pas visible, comme c'est maintenant Nawalou. Ok? Donc, on a ce qu'on appelle le dépôt institutionnel. On a les réseaux sociaux académiques. La même chose, quand je fais la salle, pour Facebook, 99% ont des comptes Facebook. C'est la même chose. Le Facebook académique, c'est ResearchGate. C'est quoi l'objectif? C'est d'augmenter ma visibilité. Je suis en train de faire du marketing, en quelque sorte. C'est du marketing scientifique. C'est de rendre visible mes produits, mes résultats. L'objectif, c'est de recevoir des citations
L'objectif, c'est de faire de la collaboration avec la communauté scientifique. Ok. La troisième, c'est de créer ce qu'on appelle des comptes Google Scholar. C'est quoi un compte Google Scholar? Donc, c'est un CV du chercheur à travers les données qui sont référencées dans Google Scholar. Donc, c'est quoi Google Scholar Citations? Donc, on a le Marhouma Zaidi Zoubida Allah yarhamha. Donc, c'est une éminente épidémiologue. Donc, décidé le Covid en novembre 2020. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a le nom et le prénom du chercheur, le grade et les domaines d'intérêt. Voyez. Et on a l'ensemble des publications du chercheur. Chaque publication, j'ai l'information sur le nombre de citations. Par exemple, la première publication donc, qui a plus de citations, c'est la publiée de 2016. Donc, combien de citations? C'est plus de 4900 citations. Vous voyez, c'est énorme. Déjà là, j'ai l'information sur l'impact de mes travaux de recherche, mais là, des citations à travers toujours Google Scholar. La deuxième publie, c'est une publie de 2017. Elle a reçu plus de 4100 citations. Vous voyez. Donc, l'ensemble des travaux de recherche du professeur Zaidi Zoubida ont reçu plus de 43 000 citations. Si on va classer les chercheurs par rapport au nombre de citations, elle est la première au niveau national. C'est plus de 43 000 citations. Vous voyez, c'est énorme. Et là même, je peux même voir qui sont les chercheurs qui sont en train de me citer. J'ai cette information. Donc, je peux faire de la collaboration avec eux. Il y a un Chinois qui travaille sur la même thématique, à chaque fois il me cite. Je peux faire un travail de recherche avec lui, puisqu'il s'intéresse à mes travaux. Et c'est ça l'intérêt de la visibilité. Vous voyez. Donc, pour Zaidi, elle a le HRDEX, c'est 54. C'est-à-dire, elle a publié plus de 82 publications dans Scopus. Donc, parmi les 82 publications, elle a 54 articles où chacune de ces publications, les 54, a reçu au moins 54 citations. C'est énorme. Donc, vous voyez, donc, j'ai mon CV. Je vais faire une collaboration là. Donc, le chercheur, il n'a qu'à voir le CV à travers Google Scholar. Donc, on a le classement des chercheurs par rapport au nombre de citations. Donc, je vais aller rapidement. Les premiers, c'est les chercheurs dans le domaine des sciences humaines et sociales. C'est-à-dire, s'il y a des docteurs en le domaine des sciences humaines et sociales, ils disent qu'on n'est pas visible. Non. Au niveau mondial, les 3 premiers chercheurs qui ont le plus nombre de citations, c'est des chercheurs en sciences humaines et sociales. C'est Michel Foucault, c'est Pierre Bourdieu et c'est Sigmund Freud. Donc, les travaux de Michel Foucault ont reçu plus de 780 000 ou 82 000 citations. C'est énorme. Donc, ce n'est pas un physicien, ce n'est pas un chimiste, ce n'est pas un électronicien, ce n'est pas un informaticien. C'est un chercheur dans le domaine des sciences humaines. La même chose par rapport au nombre de citations. Le premier qui a le H-index le plus élevé, c'est un chercheur du domaine des sciences humaines et sociales avec un H-index de 289. Puisqu'on est en train de parler justement sur les revues, donc on va parler sur les bases de données reconnues au niveau mondial. Donc au niveau du ministère, on se base toujours sur la base de données Web of Science du Clarivate Analytics. C'est quoi le Web of Science? Donc c'est une base de données écrite dans différentes langues. Donc le premier message, il n'y a pas de problème de la langue par rapport aux revues qui sont dans le Web of Science. Donc moi je dis que arabe ou là français ou là local, donc je ne vais pas être indexé. Donc on peut avoir plusieurs revues dans les différentes langues qui sont indexées dans le Web of Science. Donc on a plus de 9500 revues dans le domaine ST ou bien le SMV, plus de 4900, presque 5000 revues sur les sciences humaines et sociales. Donc vous voyez, 5000 revues sur les sciences humaines et sociales. Le facteur d'impact qu'on a déjà discuté auparavant, donc pour nous au niveau du ministère, c'est le facteur d'impact qui est fourni par le Web of Science. Donc on a 7 listes de données
qui constitue le Web of Science. Donc c'est le Science Citation Index, Social Science Citation Index, Art and Humanity, Emerging et les conférences. Donc on peut même indexer les conférences dans le Web of Science. Pourquoi? Donc là, je vous donne un exemple. Donc on a une revue donc, qui a l'impact factor qui est égal à 0,58. Donc le docteur, on va soumettre son article dans cette revue-là. Il a un conseil scientifique, l'article, le dossier est rejeté. Mais pourquoi il est rejeté? Alors que j'ai soumis dans une revue qui a l'impact factor. Mais l'impact factor de cette revue, il est calculé à base de Google Scholar, ce n'est pas du GCR, vous voyez. Donc il faut faire attention. Donc pour nous, l'impact factor, c'est la mesure qui est fournie par le Journal Citation Reports. Pourquoi on utilise le Web of Science? Vous parlez toujours du Web of Science. Pourquoi? C'est parce que la majorité des institutions d'évaluation de la recherche, ils se basent toujours sur le Web of Science comme source de données. Là, je peux vous citer le rapport de l'UNESCO, l'NSF. Et la même chose pour le classement des établissements d'enseignement supérieur. On a le fameux classement de Shanghai. Donc, il a 5 indicateurs. 3 des indicateurs parmi les 5, c'est des informations qui sont fournies par le Web of Science. Donc, pour classer votre établissement dans le Web of Science, dans le classement de Shanghai, donc il faut publier en tant que doctorant, en tant que chercheur, dans des revues qui sont indexées dans le Web of Science. La deuxième base de données, c'est la base Scopus, d'Elsevier. Donc la différence, c'est toujours par rapport au nombre de revues. Le Web of Science, il y a environ 13 700 revues. Scopus, on a plus de 24 000 revues. La majorité des revues qui sont dans le Web of Science sont dans Scopus. La même chose, pourquoi on utilise Scopus dans le classement de Shanghai comme source de données, c'est parce qu'on a plusieurs classements des établissements d'enseignement supérieur utilisent Scopus comme source de données. Là, je peux vous citer le classement THE, Times Higher Education, et là, à titre d'information, l'université d'Oran 1, elle figure dans les top 1000. Et ça, c'est bien. On n'a que 2 établissements, CETIF et Oran 1. Vous voyez? Et pourquoi? Parce que les chercheurs de l'université publient dans des revues qui sont indexées dans Scopus. Donc il faut tirer vers le haut la visibilité de votre établissement. Je vous donne l'exemple du classement du THE. Pour être dans le pipe du classement, ce n'est pas dans le top 1000. Dans les 4000, c'est-à-dire l'échantillon de 4000 établissements, ils ont un critère. C'est quoi ce critère-là? C'est que l'établissement doit publier plus de 1000 publications les 5 dernières années, avec au moins 150 publications par an. C'est-à-dire, quand l'établissement n'a pas publié les 1000 publications les 5 dernières années, elle ne figure, mais c'est les top 1000, elle ne figure même pas les 4000, l'échantillon terrain. Ok, donc c'est pour cela qu'il faut toujours, on incite ou on encourage nos doctorants à publier dans ces bases-là. Et là, le premier gagnant, c'est le doctorant, bien le chercheur, c'est sa visibilité, on a déjà parlé de cela. C'est la visibilité de l'établissement, donc à travers les classements, et la visibilité du pays. Ok? Donc, par rapport à la production scientifique nationale dans le Web of Science, vous voyez bien qu'on a publié plus de 43 000 publications Web of Science durant la période 70-2016. La majorité de ces publications, c'est le domaine ST. Ce qu'on constate, c'est l'absence du domaine des sciences humaines et sociales. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une production des sciences humaines et sociales, mais il n'y a pas une visibilité. C'est ça la différence. Parce que chez la SJP, on va voir qu'on a plus de 145 000 publications. La majorité, c'est des sciences humaines et sociales. C'est-à-dire qu'on a une production, mais c'est une production qui n'est pas visible. OK? Voilà. Donc, par rapport aux établissements d'enseignement supérieur, donc, en première position, c'est Babzoar, l'université de l'USCHB, avec plus de 5900 publications. Puisqu'on est à l'université d'Oran, donc il y a environ 1800 publications dans le Web of Science durant la période 70-2016. Mais il y a un problème. Bon, là, c'est la première publication dans le Web of Science au nom de l'université d'Oran. C'était une publication en 72. Donc, la première publication de l'université d'Oran 1 dans une revue indexée dans Web of Science, c'était en 72. Je pense que c'est un coopérant dans DOT. Voilà, Fac Sciences Org. Ok, donc c'est la première publiée en 72, publiée dans la revue
vie, milieu, série A, biologie marine. Okay. Mais il y a un autre problème. Donc vous voyez, on a une production scientifique qui est visible, mais il y a un problème. C'est quoi le problème? C'est que pour le même établissement, chacun de vous, la bouche de vous, les chercheurs, il va, dans sa publication, il va écrire à sa manière le nom de l'établissement. Pour un même établissement, on a différentes appellations. Là, je prends l'université du Bab Zouar. Ce qu'on a collecté comme information, dans le Web of Science, on a 307 différentes appellations pour l'université de Bab Zouar. Même établissement qu'il te bien. Donc, ça va tirer vers le bas de la visibilité. Parce qu'on a pris juste l'USTHB dans le Web of Science, on a trouvé, je pense, 2600 et 2700 publications. Et on a mergé les 307 différentes appellations de Bab Zouar, on a trouvé 5900. Donc, vous voyez les pertes. Donc, ça va diminuer la visibilité de l'établissement, que ce soit dans les classements ou bien dans l'évaluation. Donc, il faut unifier. Donc, pour l'université d'Oran, donc Oran 1, Oran 2, donc on a trouvé combien dans le Web of Science? C'est 86 différentes appellations. Là, je vous donne, voilà. Un second, pour les deux établissements, Oran 1, Oran 2. Vous voyez, les différentes appellations. Donc, il faut unifier. Il faut unifier l'appellation de l'établissement. La même chose pour Scopus. Donc, pour l'université d'Oran, donc on a trouvé 60 différentes appellations. Et je vous donne les quelques différentes appellations pour l'université d'Oran. Vous voyez, il y a deux établissements avec les différentes appellations. Donc, et là, ça va tirer vers le bas la visibilité de votre établissement. Donc, il faut unifier l'appellation. Gardons en avant, c'est Université Oran 1 ou Oran 1 Université, mais il faut l'unifier. Ok. Autre point, et c'est ça pour dire que la recherche c'est un travail d'équipe. On a surtout, je ne sais pas lesquels des docteurs en sciences humaines et sociales. On a le message surtout pour les sciences humaines et sociales. Parce qu'en général, ce qu'on a constaté en tant que sous-directeur au ministère de l'enseignement supérieur chargé du dossier justement de la visibilité de la production scientifique, ce qu'on a constaté, c'est que la majorité des doctorants dans le domaine des sciences humaines et sociales, si on va faire des statistiques par rapport aux publications et par rapport au nombre d'auteurs, les publications, c'est un seul auteur. Ça veut dire que chercheur en sciences humaines et sociales, un article fait 10 auteurs. Il dit que ce n'est pas normal. Alors qu'à l'international, on a des statistiques. Donc, on a un échantillon des articles publiés entre 2009 et 2018 dans le Web of Science. Donc, dans le Web of Science, on a réparti ce nombre-là par rapport au domaine. Et là, pour chaque domaine, on a réparti les publications pour chaque domaine par rapport au nombre d'auteurs. Ce qu'on a constaté, c'est que les mathématiques, 99,2% des publications sont des articles entre 1 et 5 auteurs. Et 0,8%, c'est entre 6 et 10 auteurs. C'est-à-dire, dans le Web of Science, on ne peut pas trouver dans le domaine des mathématiques un article avec 11 auteurs. Ok. Je prends l'exemple des sciences humaines et social science générale. Les sciences humaines et sociales, on peut même trouver un article entre 101 et 500 auteurs. C'est un article en sciences humaines et sociales. Vous le 10 auteurs et elle. Alors qu'à l'intérieur, c'est un article qui est publié dans le Web of Science. Ok, mais c'est un article, si on va voir le nombre d'auteurs, c'est entre 101 et 500 auteurs. Et le domaine qui a le nombre le plus élevé des auteurs, c'est le domaine de la physique. Donc on peut trouver, donc il y a un article dans le domaine de la physique qui a plus de 1000 auteurs, entre 1000 et 6000 auteurs. C'est impossible. Mais c'est des grands projets. Le projet CERN, c'est un projet connu pour les physiciens. Donc on peut voir des auteurs de différents pays. Donc on peut arriver même à plus de 1000 auteurs pour un seul article. Ok. Et là pour dire que la recherche c'est un travail d'équipe. Il y a 5, 6, 7 auteurs, mais chacun de ces auteurs, moi je ne sais pas dire ou là.
Mais l'essentiel, il y a une valeur. Chaque auteur a participé pour rédiger l'article, les résultats de l'article. Voilà. Donc on a parlé des revues scientifiques, on va parler aussi du phénomène de l'open access. Donc on a parlé qu'on a publié un article, donc notre objectif c'est quoi? C'est d'augmenter la visibilité. C'est ça le deuxième souci d'Aina. Donc c'est d'augmenter la visibilité. Donc c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle le mouvement de l'open access. Donc c'est quoi l'open access? C'est l'accès gratuit, immédiat, permanent en ligne aux articles scientifiques. C'est de rendre visible gratuitement mes travaux de recherche. Pourquoi? C'est justement pour augmenter ma visibilité. Quand je veux augmenter la visibilité de mes travaux de recherche, j'ai une chance d'augmenter le nombre de mes citations. Donc c'est ça l'objectif de l'open access. Donc l'objectif c'est d'augmenter la visibilité des travaux de recherche des chercheurs. Donc c'est un mouvement qui est considérablement amplifié au cours de ces dernières années. Donc il y a plusieurs responsables des universités et gouvernements à travers des déclarations. Là je pense aux différentes déclarations. La déclaration du Budapest en 2002 sur l'accès ouvert, déclaration de Berlin et ainsi de suite. Donc vous voyez l'open access dans les publications dans le Web of Science. Donc l'open access durant la période 2013-2017 représente un quart de la production mondiale, la production scientifique mondiale, alors que en Algérie, elle représente 18%. Ok? Donc c'est bien de publier dans des revues en open access, c'est justement pour augmenter votre visibilité. Mais il faut faire attention aux revues prédatrices. Parce que c'est quoi l'open access? C'est que c'est l'auteur, en général, c'est toujours l'auteur qui paye son article. Ok? Mais il y a d'autres revues qui ont profité de ce système justement pour générer de l'argent. C'est plus l'aspect commercial qui prime que l'aspect scientifique. Et là, je vous donne un exemple d'un groupe de chercheurs à l'université de Bebzoar. Donc, ils ont soumis un article avec le nom des auteurs, c'est les joueurs de l'équipe nationale. 3 jours, l'article est accepté. Vous voyez? Donc, c'est ça les revues prédatrices. Donc, il ne faut pas publier dans ces revues-là. La même chose, il ne faut pas publier dans les revues dont leur éditeur est prédateur. Donc, c'est quoi la différence entre revue prédatrice et éditeur prédateur? On peut avoir un éditeur qui a des bonnes revues et qui a de mauvaises revues. On ne va pas dire que l'éditeur est prédateur. On va parler que de ces revues qui sont prédatrices. Mais pas l'éditeur qui est prédateur. Par contre, on peut avoir un éditeur, donc l'ensemble de ces revues qui sont prédatrices, donc au lieu de garder la liste, je parle de l'éditeur. Il est prédateur, donc il ne faut pas publier dans ces revues. Donc c'est ça la différence. Ok. Donc par rapport aux revues scientifiques nationales, donc notre objectif au niveau du ministère, c'est toujours sur la promotion des revues algériennes. Donc actuellement, on a recensé plus de 815 revues donc, en mai 2021. C'est toujours l'objectif d'Aina, donc c'est d'augmenter et d'accompagner les revues algériennes pour être indexées dans les bases de données sélectives. À titre d'information, on a 815 revues, alors qu'aucune revue algérienne n'est indexée dans Scopus, aucune revue algérienne n'est indexée dans le Web of Science. Vous voyez? Donc notre but, c'est d'avoir quelques revues algériennes qui vont être visibles dans les bases de données sélectives. Donc on a les 2 revues, celle de l'université de Ombouaki, qui est dans le EMERGE, du Web of Science, et l'autre de l'université de Tizi Ouzou, qui est la même chose dans le EMERGE du Web of Science. La deuxième étape qu'on a fait, ce qu'on a constaté, c'est que la majorité des revues algériennes, c'est des revues qui sont papier, donc ce n'est pas des revues qui ont un site web, leur propre site web. C'est pour cela qu'on a mis en place la plateforme ASJP, donc Algerian Scientific Journal Platform. Notre objectif, c'est d'aller vers l'édition électronique des revues algériennes, c'est de rendre visible les publications dans des revues algériennes. Donc actuellement, on a plus de 145 000 publications. Alors qu'auparavant, avant 2017, il n'y avait pas d'informations sur les revues éditées en Algérie.
et sur les articles publiés par les revues algériennes. Actuellement, donc on a cette information et on peut même télécharger et elle est accessible au niveau mondial. Donc on a une certaine visibilité. Donc ça c'est la deuxième étape qu'on a. Donc la première c'était le recensement, la deuxième c'est d'y aller vers l'édition électronique. La troisième c'est de faire une catégorisation des revues. Donc c'est une catégorisation qui se base justement sur la visibilité, sur les différents outils d'évaluation de la recherche. Donc la catégorie exceptionnelle, donc c'est les revues Nature ou Science. Donc la catégorie A+, c'est des revues du Web of Science qui ont un certain nombre, qui ont un impact factor dans les 10% premières par rapport au microdomaine. La catégorie A, donc c'est le Web of Science. Donc c'est la liste du Web of Science, c'est-à-dire des revues qui ont un impact factor. La catégorie B, c'est les 9 listes, donc c'est All Databases, c'est Scopus, c'est De Gruyter et les autres listes des sciences humaines et sociales. Ok. La catégorie C, c'est une catégorie d'accompagnement pour les revues algériennes. Donc, هو التصنيف تاع مرافقة. مش هو الهدف تاعنا هو السي ولا الجيم. الجيم هو تصنيف للمرافقة للمجلات الوطنية، لأنه في 2018 الشيء اللي لاحظناه ولا مجلة جزائرية كانت مصنفة في ألف أو باء. هل الهدف تاعنا هو تكسير هذه المجلات؟ لا، الهدف تاعنا هو مرافقة هذه المجلات. ولهذا صدر تصنيف جيم قال حاليا مازال ما تصنفتوش، على الاقل لازم على المجله انها تحترم بعض المعايير. حاليا راهي معايير شكليه. دونك الهدف تاع الجيم هو مرافقه المجلات الوطنيه. مش واحد يلحق الجيم يقول لك خلاص انا لحقت الهدف تاعي. الهدف تاعنا نهار نشوفوا بعض المجلات الجزائريه في قاعده بيانات ويب اوف ساينس ولا نلقاو في قاعده بيانات سكوبوس. Voilà. Donc pour les soutenants du doctorat, donc on a parlé des revues algériennes, de la visibilité. Donc on a parlé de la même chose pour la catégorisation. Donc pour les soutenants du doctorat, donc on a donc pour l'éligibilité d'un dossier pour soutenance du doctorat, on a deux types, ST et SHS. Donc les ST, donc c'est publié dans la revue A ou B. Il faut vérifier deux choses techniques. C'est que la revue, si elle est dans A ou B, c'est le premier critère. La deuxième des choses, c'est de vérifier est-ce que c'est une revue qui est prédatrice. Donc si elle est prédatrice, c'est bon, il ne faut pas publier dans une revue prédatrice. La troisième des choses, c'est de vérifier est-ce que son éditeur il est prédateur. Si l'éditeur il est prédateur, la même chose. Il ne faut pas publier. Ok. Donc il faut publier dans des revues qui sont dans A ou dans B, elle n'est pas prédatrice et l'éditeur n'est pas prédateur. La même chose pour les sciences humaines et sociales, c'est de publier dans A ou B ou C. Et avec les mêmes critères, la revue n'est pas prédatrice, l'éditeur n'est pas prédateur. Voilà. Donc la question qui peut se poser, quelle est les listes locales. Donc c'est bon, on a compris qu'il faut publier dans ces listes-là, mais où est-ce qu'on peut trouver ces listes-là? Donc il faut consulter le site web de la DGRSDT, www.dgrsdt.dz. Donc on a la rubrique catégorisation des revues scientifiques, édition c'est par année, c'est toujours par année, c'est une actualisation annuelle, parce que chaque année on a des revues qui sont prédatrices. L'année prochaine, elle sera plus prédatrice. On peut avoir des revues qui ne sont pas dans le Scopus, mais en 2022, elle va être indexée dans Scopus, et vice-versa. Donc on a la catégorie A, la catégorie B, les listes des revues prédatrices et éditeurs prédateurs. Donc les règles du jeu sont claires. Tout sera téléchargeable, tout sera visible. Ok. Bon, là je vais vous donner quelques moteurs pour faire une petite recherche sur des revues scientifiques qui vous intéressent. Là c'est juste un travail de directeur de thèse. Mais là c'est un moyen d'aide au choix d'une revue. Donc pour choisir une revue dont l'éditeur est Elsevier, donc ce qu'on appelle le Find Journals, donc il faut juste mettre l'intitulé de votre revue et ce qu'on appelle l'abstract. Il va vous proposer les quelques revues en se basant sur le titre et les mots-clés et le résumé. Donc là, le système va vous proposer les quelques revues qui peuvent vous intéresser. La même chose pour Elsevier Springer Nature, on a ce qu'on appelle le Journal Suggested.
Donc c'est le même principe. Il va vous proposer les quelques revues éditées par Springer en se basant sur le titre et les résumés. Voilà, donc notre objectif, c'est à chaque fois que je mets cette diapo, c'est de rendre visible la partie invisible. Je vous remercie.